Tout commence ici, en 1666, au château de Fontainebleau. C'est ici que l'on vit pour la dernière fois l'une des deux tentures acquises par le jeune roi Louis XIII. Une tenture composée de 8 tapisseries représentant l'histoire du premier empereur romain, Constantin, qui régna au IVe siècle, inspirée des esquisses et peintures de Peter-Paul Rubens, et directement liée à une bataille méconnue, la bataille de l'île de Ré. Sur l'esquisse de Rubens, vous avez, derrière cet attroupement de soldats, une rivière. Maintenant, regardez sur ces tapisseries, il n'y a plus de rivière en arrière-plan, mais nous avons ici cette rivière qui se trouve sous les pieds des fantassins. Et mieux encore, sur les tapisseries plus tardives, nous avons une scène complémentaire qui vient s'ajouter à cette scène, où vous avez une victoire qui sort de l'eau avec des pics. Il faut savoir qu'en 1622, la victoire qui sort de l'eau, c'est la victoire de l'île d'Orier en Vendée, de Louis XIII contre les protestants. À cette époque, partout en France, les protestants menacent le royaume. Louis XIII, comme l'a fait son illustre prédécesseur romain, continuera sa campagne d'unification jusqu'en Avignon, ancienne cité papale de la Rome de France. Là, nous avons la représentation de la fondation de Constantinople. Vous avez l'empereur Constantin qui fait face à des artisans qui s'emploient à construire des monuments. Alors, la clé de l'œuvre de Rubens, l'histoire de Constantin, se trouve dans un ouvrage de 1623, La Voie lactée. C'est une relation sur l'entrée royale du roi Louis XIII à Avignon le 16 novembre 1622. Et dans cet ouvrage, Avignon, eh bien, c'est la Constantinople gauloise. C'est la ville des Constantins. En 1622, Louis XIII et Constantin. Louis XIII, c'est pas un mécène. L'art, c'est pas son problème. C'était plus le problème de Gaston d'Orléans, son frère. Richelieu assumera ses fonctions. Mais il est certain qu'autour de la bataille de l'île de Ré, il y a eu tout un mouvement de célébration littéraire, artistique, même si dans certains cas, on n'a pas le document qui nous apporte la preuve formelle, mais il y a tout un faisceau de preuves qui montrent que, effectivement, ça a eu un grand retentissement. Le double mariage de l'empereur Constantin peint par Rubens est une autre esquisse de la série disparue. C'est une évocation du double mariage la même année du roi Louis XIII avec Anne d'Autriche et celui de sa sœur Isabelle de Bourbon avec le futur roi d'Espagne, Philippe IV. Une bataille en Vendée, source d'inspiration pour le peintre Rubens, mais qui en a été le véritable commanditaire ? Louis XIII lui-même, ou n'était-ce qu'une proposition du peintre flamand faite au tout jeune roi ? Pour tenter d'élucider le mystère, il nous faut nous rendre au château de Fontainebleau, dans la chambre d'Anne d'Autriche, l'épouse du roi. Il faut évidemment relier cette commande à la personnalité du grand peintre Rubens, du grand peintre flamand Rubens, qui était venu à Paris pour réaliser des décors au Palais du Luxembourg pour la reine Marie de Médicis, pour réaliser 2 galeries autour de la vie d'Henri IV et de la propre vie de la reine. Et on estime donc de façon traditionnelle que c'est à l'occasion de cette commande que Rubens également aurait conçu donc la tenture de l'histoire de Constantin, donc le premier empereur chrétien. Peut-on imaginer que cette tenture ait été conçue en dehors de tout contexte royal ? Ça paraîtrait un petit peu surprenant. La clé de notre énigme se trouve du côté du peintre lui-même, Rubens. Il est le génie artistique de son temps et c'est à Nantes, dans les réserves du musée, qu'il nous faut rencontrer Adeline Collange-Peruggi, spécialiste des peintres flamands, devant cette œuvre unique de Rubens, peinte en 1635 à la fin de sa vie, le triomphe de Judas Maccabée.
Rubens, c'est vrai que c'est le grand génie de son temps, hein. Il y a un avant et un après Rubens dans toute l'Europe, mais c'est aussi un personnage au-delà du peintre, puisque c'est un ambassadeur, un diplomate. Il a une formation humaniste, il parle plusieurs langues, il écrit le grec, le latin, et il a une vraie mission diplomatique dans diverses cours d'Europe où il veut œuvrer pour la paix. Mais cette position politique est tellement forte que parfois elle ne prend le pas même sur l'art, je dirais. Et notamment, Louis XIII va parfois l'écarter sans doute de la cour de France parce qu'il est soupçonné d'espionnage. Pierre-Paul Rubens, celui qu'on appela le peintre des rois et le roi des peintres, n'a pas été qu'un simple artiste. Toutes ses œuvres, au regard des faits historiques qui agitent la France, mais pas seulement, sont éminemment politiques. Elles réunissent à elles seules ce que l'on fait de mieux dans l'histoire de l'art, mais aussi et surtout l'histoire des nations en marche, l'histoire d'une Europe politique puissante et peut-être nostalgique de cet empire romain de Constantin, définitivement unifié et pacifié.